Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire de catch. Ici, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la planète catch, WWE et consorts. Je suis Raphaël, votre présentateur du soir, et je suis là pour vous compter, pour vous analyser, pour vous décortiquer le show au joyau de la couronne qui vient d'avoir lieu en Australie, le show Crown Jewel 2025 de la WWE. Bien sûr, je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui était avec moi pour previewer ce show, pour vérifier si on a eu raison ou si on s'est planté. Donc je suis avec Deadpool Vince. Comment ça va, Vince? Eh bien, bonsoir peuple de catch-up, bonsoir Raphaël, je vais très bien et impatient de reviewer ce beau PLE que nous avons eu ce week-end. Et nous avons aussi notre joyau de la couronne à nous à Catch-Up. Nous avons Letty qui est avec nous. Letty qui va nous parler de cette analyse en grande spécialiste du catch australien qu'elle est. L'Australie, Letty, tu connais bien? Salut Raphaël, salut à tous. Eh ben, je connais un peu comme tout le monde, hein, les kangourous, les koalas et le surf. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais on va s'en Et sortir sur ce super week-end de catch. ouais, bah écoute, je pense que c'était la base minimum pour connaître l'Australie, effectivement. Mais maintenant, on peut y rajouter donc un show de la WWE. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un premium live event, un show télévisé en Australie. Il y avait eu, il y a quelques années, on en avait parlé, un super showdown, ça s'était appelé. D'ailleurs, ils ont jamais réutilisé ce nom-là depuis. C'était ta perf peut-être, je ne sais plus. Je vais retrouver, c'était en 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Février 2020, bah, c'était juste avant le Covid en fait. Ah non, celui-ci, non, non, Super Showdown était celui-ci était à Riyad. Bon, je le chercherai, je trouverai. Bref, le dernier show en Australie, c'est pas grave. C'était pas l'année dernière, me semble-t-il, ou Ouais, l'année d'avant, puisque Rhea avait Elimination gagné. Chamber. C'est Ah ça. oui, t'as raison, j'avais oublié celui-là. Oui, Elimination Chamber, bien sûr. Oui, oui, je l'avais oublié. Ah, pardon. Oui, oui, t'as raison, il y avait eu un vous avez raison, hein, voilà, je botche d'entrée. Il y avait eu un Rhea Ripley contre Nia Jax en main event, il me semble. Bon, bah, je retrouve plus le Crown Jewel, le Super Showdown, je sais plus comment il s'appelait. Peut-être que c'était plus un Super Showdown, je me souviens plus. Bref, je me souviens d'un show où il y avait, mince, comment il s'appelle, Buddy Murphy, là, l'Australien de l'étape aussi. Je ne sais plus quel était ce show-là. Ouais, ça doit être Bon, avant Covid à mon avis, puisqu'il est parti avant Covid, je à pense. AEW. Hmm. Ouais, ouais, à date un petit peu. C'est ça, je l'ai, Super Showdown. C'était le 6 octobre 2018, enfin à Melbourne en Australie, voilà. C'est ça de pas prendre des notes avant. À l'époque, nous avions un main event, Triple H contre l'Undertaker. Ah ben oui, c'est ça, c'était juste avant le fameux Crown Jewel dont on a parlé, le fameux horrible Crown Jewel où il y avait Hmm. DX contre les Brothers of Destruction. Donc non, non, on avait eu un petit soir, on avait un petit soir australien. Ma foi, voilà, il y avait Buddy Murphy, voilà, qui était devenu Cruiserweight Champion, voilà, à l'époque, ça existait encore, en battant Cedric Alexander. On avait Ronda Rousey à l'époque aussi. AJ Styles, ouais, 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 c'était la grande époque. Les Iconics aussi, bah ouais, les Iconics, régional de l'étape aussi. Hmm. Oh là là, oh là là, un tag team match. On est plongé un peu dans les archives. Désolé, peuple de catch-up, je fais durer le plaisir. Un John Cena et Bobby Lashley tag team contre Kevin Owens et Elias. Eh ben ça, il fallait s'en souvenir de celui-là. Moi, j'en ai aucun souvenir de ce match-là en tout cas. Mais il a eu lieu, il a existé. Wikipédia le dit. Donc, nous sommes repartis pour ce 11 octobre 2025 en Australie, à Perth, pour un show, donc Crown Jewel, hein, le premier Crown Jewel hors Arabie Saoudite. On est en Australie. Déjà, je veux bien avoir un petit mot, votre avis de chaque sur cette salle et sur son ambiance. C'était plutôt une petite salle hein, qui, je trouvais, donnait vraiment l'impression d'être comme à la maison, quoi. On avait un public très très proche de la scène. Par contre, peut-être un Titantron un peu bizarre avec cette espèce de forme de diamant qui est pas très réussi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Letty, par exemple. Est-ce que ça te donnait envie d'être sur place ou pas? Oui, je pense que le design de la salle est vraiment bien fait pour que tout le monde soit au plus proche de l'action. Donc c'était ouais, une petite salle, je crois qu'ils étaient 14 000 ou 15 000, je sais plus, mais voilà, qui était assez en hauteur et ça donnait vraiment envie d'être là. Le public australien était vraiment en feu, donc voilà, ils ont bien profité et ils nous ont bien fait profiter aussi.
Et toi, Vince, t'as aimé cette ambiance australienne? Alors moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser un peu à une petite cuvette, si un peu Ouais. les en hauteur un peu près, tout ça comme si tout était prêt à exploser. Donc non, non, très très bien avec. C'était sympa des t-shirts jaunes de Sina et qui se rappellent aussi quand même l'Australie puisque la couleur jaune est quand même la couleur des maillots, je crois de l'équipe nationale de foot et de rugby. Exactement, on avait beaucoup beaucoup de t-shirts jaunes, mais on y viendra évidemment. Le show a commencé par un des régionaux de l'étape, Bronson Reed. Bronson Reed, il est australien et il affrontait ce soir Roman Reigns, qui était clairement celui qui était attendu par la foule, hein. On n'a pas eu vraiment de plébiscite pour le régional de l'étape. Bronson Reed a été plutôt hué. Roman Reigns, il a été réclamé, acclamé. Et c'était un Australian Street Fight, donc tout était possible. Alors, à mon grand désarroi, aucun décorum, hein, pas du tout de trucs aborigènes, d'objets illicites au bord du ring qui auraient mis une ambiance un petit peu comme les rues en Australie, quoi. Mais voilà, les deux catcheurs sont allés chercher quelques outils, notamment une batte de je sais plus quel sport qui doit être populaire en Cricket, Australie, une batte de cricket, de c'est ça? cricket. Ouais. De cricket, voilà, on a sorti le cricket pour se tabasser mutuellement. On a eu un match aussi violent et même plus que leur affrontement à Paris, hein, avec évidemment donc des objets, des outils qui sont partis dans tous les sens. Mais, comme c'est Street Fight et que tout est possible, c'est aussi la porte ouverte à toutes les interventions. Et soudainement, surgit par-dessus la balustrade, Bron Breakker a débarqué pour attaquer Roman Reigns. L'infériorité numérique a vite été rattrapée par l'arrivée des Usos, mais les deux Usos ont débarqué. Et ça a foutu un petit peu le bordel. Alors, ils se sont fait plaisir, ils ont fait des séries de super kicks de droite et de gauche, mais au détour d'un match, Jey Uso, qui a voulu aider Roman Reigns en attaquant Bronson Reed, s'est projeté sur son cousin et l'a fait passer à travers une table. Ce qui a permis ensuite, dans le chaos général, c'est parti un peu dans tous les sens, ce qui a permis à Bronson Reed de s'écraser d'un tsunami violent sur Roman Reigns et d'arracher la victoire. Le régional de l'étape, chez lui, dans son jardin, a battu Roman Reigns. Comme l'a dit Michael Cole au commentaire, c'est le premier homme qui pin Roman Reigns en seul à seul depuis Cody Rhodes et il n'y en a pas eu d'autres ces 3, 4 ou 5 dernières années, je pense, hein, en one-to-one. On se souvient, pour ceux qui étaient avec nous à l'époque, à Money in the Bank à Londres, que Jey Uso avait pin Roman Reigns, mais c'était un tag team match. Donc c'est quand même un show qui commence par une énorme surprise. Une énorme surprise, Roman Reigns a pris une défaite. Évidemment, Bronson Reed, Paul Heyman et Bron Breakker sont ravis. Et côté Samoan, c'est la soupe à la grimace. Roman Reigns est très vénère, il engueule ses cousins, il part en colère. C'est un petit peu long ce segment après match, hein, il se parle, il s'engueule. Et puis Jey Uso, lui aussi, il tourne un peu en rond là comme un lion en cage, tout énervé de ce qui s'est passé, puis il finit par partir. Tout le monde finit par partir en fait. On s'attendait peut-être à ce que ça craque, mais non, ça s'est pas tabassé entre cousins. Voilà, ça fait déjà un premier match sur lequel il y a beaucoup à dire. Et surtout, Vince, je vais te laisser la parole parce que j'ai cru comprendre que toi, l'homme lucide qui avait vu la victoire de Bronson Reed et qui l'avait pronostiqué dans notre preview, t'es pas allé jusqu'à le valider au prono, c'est ça? Qu'as-tu fait? Eh bien, j'ai réécouté ce que nous nous sommes dit donc vendredi après SmackDown. Et tu m'as fait changer d'avis parce qu'effectivement, vu le peu de surprises qu'on a, etc., je me suis dit non, on va quand même pas le faire gagner à Bronson Reed, même si moi je le sentais. Eh ben, bien mal m'en a pris. J'ai pas suivi mon propre avis, c'est quand même formidable. Et donc j'ai validé une victoire de Reigns. Mais ceci dit, j'espère avoir aidé les autres pronostiqueurs, alors en leur en faisant voir que à la team catch-up, on a quand même de bonnes intuitions. Bon, et sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben écoute, j'ai trouvé que c'était un petit peu l'inverse de ce qu'on avait vécu à Clash in Paris, où Bronson avait dominé de la tête et des épaules. Là, Roman a livré une grosse prestation, il dominait bien les débats. Jusqu'à ce qu'il y ait la petite intervention de Bronson Reed, hein, puisque à ce moment-là, Roman veut faire lui-même son spear.
en partant de dehors là-dessus, et il est contré par nos amis, par notre ami donc Braun Breaker. Et puis après, ça a enchaîné avec les interventions des Usos, avec du 2 contre 1, du 2 contre 3, etc., jusqu'à ce qu'on ait ce fameux Spear de Jay qui projette Reigns au travers de la table puisqu'il est esquivé. Et puis après, tu as le tsunami qui arrive et qui devient une très grosse prise. Le tsunami, on va avoir un finisher qui compte un peu à la manière d'un RKO, d'un Spear ou d'un Attitude Adjustment. Donc voilà. Après, écoute, sans spoiler, je ne sais pas si vous avez vu le Raw de ce soir, de cet après-midi, ou les résultats. Ça nous présage de Wargames bien bien sympa. Et alors, Letty, de ton côté, est-ce que tu as été choqué de cette issue? Est-ce que tu penses que les scissions sont en cours là du côté de la team Uso et Roman Reigns? Bah, c'est un petit peu, pardon, c'est un petit peu ce qui est teasé depuis un moment maintenant. Déjà au moment de la fin de la Bloodline, c'était un peu compliqué. Enfin, voilà, on ne sait pas trop vers quoi ça nous emmène. Par contre, le match en lui-même, je l'ai trouvé vraiment très très bien. C'est plus toutes les implications des différentes interventions qui me laissent un petit peu perplexe. Mais bon, je pense qu'on aura des explications, effectivement, notamment dans l'Euro qui s'est déroulé tout à l'heure. À voir, voilà, est-ce que ça va nous emmener vraiment sur un Wargame et ça nous donner autre chose, peut-être, à voir. En tout cas, voilà, le match, je l'ai trouvé très très sympa. Un petit peu comme toi, je regrette le côté vide de la salle et le manque de décorum. En fait, voilà, que ce soit Australian Street Fight ou les autres Street Fights, ça reste plus ou moins les mêmes règles, hein, clairement. Mais voilà, je trouve qu'un petit décor, ça change un petit peu, un peu comme avec les Donnybrook matchs qui sont rien d'autre qu'un Street Fight qui a changé de nom. Là, au moins, ils ont une ambiance. Enfin, il y a des barils, il y a un bar, machin. Là, voilà. Bon, c'était un match un petit peu. Enfin, l'ambiance était un petit peu random, on va dire, mais le match en lui-même, voilà, était pas mal. Et je trouve que c'était un bon opener. Ça a bien mis quand même de l'ambiance dans la foule, tout en effectivement mettant aussi un petit peu l'accent sur le fait que Bronson Reed, même chez lui, certains heels, quand ils sont à domicile, on a un peu l'impression qu'ils redeviennent un petit peu face le temps d'une soirée. Lui, pas du tout. En fait, c'est plus Roman qui a été plébiscité. Donc voilà, c'est qu'il tient vraiment bien son personnage et je pense qu'il ira très très loin. Ouais, je suis toujours un peu déçu comme toi. Ils avaient pourtant bien réussi chez nous à Paris avec le match Rousseff-Sheamus, avoir une déco sympa. Là, ils ont pas fait d'effort. Je suis toujours un peu déçu. Mais le match était bon. Je trouve que les deux matchs entre les deux hommes là qu'on a eu en 2 mois ont été vraiment très très sympas. Il y a une belle alchimie, une belle ambiance entre les deux. Bronson Reed, c'est clairement, je pense, ouais, un des grands gars du futur. Et, euh, et je trouve ça très bien et très fort qu'il lui ait donné cette victoire, ce pin contre Roman Reigns. Après, qu'est-ce que ça présage? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore du tout ce que ça présage, mais c'est vrai que, disons que j'ai un petit côté, quand je vois Roman Reigns et les Usos se disputer, je me dis déjà, je me dis c'est un peu vite. Parce que mine de rien, depuis 2020, en 2020, quand Roman Reigns est débarqué dans sa gimmick de chef de la table, bah, son premier truc, ça a été d'être en guerre contre ses cousins. Puis finalement, ils se sont mis de son côté. Puis après, il y a eu l'histoire avec la Bloodline, avec Sami Zayn, où finalement Roman Reigns s'est fait trahir par tout le monde et il a abandonné tout le monde. Et puis ils sont redevenus copains. Et là, je me dis, si on repart sur une histoire où tout le monde se met sur la gueule parce qu'on se s'entend plus, il va falloir vraiment écrire quelque chose de nouveau en termes d'interaction entre les personnages, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on tourne toujours un peu en rond là dans cette Bloodline. Ils sont toujours dans des hauts et des bas, mais qui s'enchaînent assez vite. Mais mais il y a quelque chose qui se creuse, je pense, avec Jay notamment. Donc, je suis plutôt hypé par la suite. Je trouve que le match a eu le bon effet d'être bon et, et d'en plus de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer dès le lendemain? On a hâte de voir la suite. C'était assez prometteur. Donc, ça démarrait bien le show, je trouve, et avec effectivement une bonne ambiance. Euh,
où le public a respecté les alignements, et c'est vrai que c'est très bien aussi. Un Roman Reigns acclamé et un Bronson Reed détesté parce que il est quand même très méchant, hein, il faut bien le dire. On va enchaîner sur le deuxième match de la soirée et directement on part sur un match pour un des trophées des Crown Jewel Champions, et c'est le match féminin, le Women's Crown Jewel Championship. C'est des énormes ceintures, plein d'or, plein de diamants. On les aura vus un paquet de fois ce soir, sortir de leur étui, être portés par les mecs de la sécurité. Là, ça a l'air d'être vraiment très très prestigieux. Ce match-là voit donc l'affrontement entre Stephanie Vaquer et Tiffany Stratton, les deux championnes de chacune des deux divisions. Les deux jeunes femmes nous ont fait un match assez sprint, un match vraiment très rapide, j'ai trouvé, dans l'intensité. Tiffany Stratton qui nous a fait des moves vraiment sympas quand elle fait ses performances de gymnaste en faisant des roues, en sautant dans tous les sens, en allant s'écraser sur son adversaire. Stéphanie Vaquer qui a répondu avec son style un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus sec. Elle a réussi à passer sa prise que tout le monde adore, en tapant la tête de Tiffy contre le ring. Et après un enchaînement de tentatives où Tiffany Stratton rate son Prettiest Moonsault, Stephanie Vaquer, elle arrive à placer sa spirale, dont je n'ai plus le nom exact. Et en 10 minutes 6, donc un petit match quand même, mais petit match rapide, et Stephanie se retrouve couronnée Crown Jewel Champion. Elle succède donc à Liv Morgan et elle se fait apporter la ceinture par Triple H et interviewée dans la foulée directement sur le ring. Bon, on va parler de cette séquence post-match, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle n'a pas dit énormément de choses intéressantes, j'ai trouvé, à part que voilà, elle était très, très émue, et que tout était possible dans la vie, et qu'il fallait se battre, et que voilà, la Primera, c'est la championne, et c'est la meilleure, et qu'elle est contente. Tant mieux, quand on vous donne une ceinture aussi dorée, il vaut mieux être content. Letty, la parole est aux femmes, évidemment. Est-ce que cet affrontement entre deux championnes talentueuses a répondu à tes attentes? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense qu'elles se sont bien débrouillées pour nous donner quand même un match qui était hyper intéressant sur le ring, euh, pour quelque chose qui n'avait pas un enjeu non plus extrêmement important. Ce qui explique peut-être aussi le fait qu'à part le fait d'être contente, elle a pas dit grand-chose, parce qu'en fait, ça a pas de, comment dire, enfin voilà, dans son palmarès, elle sera Women's Crown Jewel Champion, mais à part ça, ça va pas servir à grand-chose. Euh, Enfin, il y a pas de match, il y a pas d'incidence. Mais en tout cas, le match, je l'ai trouvé effectivement assez rapide, assez technique. Euh, C'était quelque chose qui était vraiment pas mal. Et Stéphanie, enfin, c'est quand même assez rapide sa progression depuis qu'elle est arrivée à Raw. Donc, c'est bien pour elle. Je trouve qu'elle ait pu montrer un petit peu ce dont elle est capable. Tiffany, je trouve qu'on la voit pas assez souvent en ce moment. Donc, c'est pas mal aussi qu'elle ait eu un match en PLE. Et voilà, c'était un petit match sympa. Ce sera pas le match de l'année, mais en tout cas, c'était extrêmement sympa à regarder. Ouais, on sent qu'ils essayent de nous construire un enjeu et un intérêt des catcheurs pour ce titre de Crown Jewel, mais comme de toute façon, effectivement, à part une petite bague au doigt qui garde, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Enfin, c'est pas comme un Rumble, un Money in the Bank, c'est pas quelque chose qu'on trimballe pendant longtemps. Ça fait peut-être un effet un peu pchit. Vince, on en a parlé de ce match-là. L'affrontement face contre face te faisait un peu peur. Est-ce que sur le ring, ça a tenu ses promesses? Alors, je suis partagé sur ce match-là, parce qu'effectivement, elles ont tenu, voilà, faire ce qu'il fallait. Elles ont fait quelques moves intéressants, et super impressionnant ce finish, effectivement. Je crois que c'est le Twisted Splash, je crois qu'ils appellent ça comme ça, qui est très impressionnant. Faut pas se louper et mal retomber, surtout pour celui qui reçoit la prise. Mais j'ai trouvé ça extrêmement rapide. Alors après, elles étaient entourées, hormis le match, le tag team qui était peut-être pas forcément une très très Rapide, tu veux grosse dire affiche. court. Ouais, trop court. Voilà, moi, court en termes de durée, en termes de catch. Non, non, elles ont fait ce qu'il fallait. Tiffy s'est bien rattrapée du match qui n'avait pas été sans sas sur le SmackDown où elle a défendu son titre sur le Triple Threat. Mais j'ai trouvé ça rapide. J'ai dû le regarder 2 fois. Pour bien voir, non, parce que la première, je me suis dit non, mais c'est passé trop vite, c'est pas possible, j'ai loupé des choses. Non, non, j'ai rien loupé, c'est juste que c'est allé super vite. Elles ont enchaîné les moves, donc ça a été très vivant.
mais je pense qu'on aurait pu leur donner un petit peu plus de temps, parce que c'est ce qu'on se disait, la FUD était construite sur du face contre face, elles se sont pas tapées dessus. Avant, il y a eu peut-être un petit peu de joute verbale, donc je m'attendais à ce qu'ils leur donnent un petit peu plus de temps pour effectivement, t'es la championne des championnes hein, quand même à l'issue de ce match. Et non, ils l'ont. Voilà, j'ai été de ce côté-là un petit peu déçu. Et après, effectivement, moi je suis très surpris. C'est Vaquer qu'on pousse aussi vite, aussi fort, parce qu'il y a pas un an, ou peut-être à peine un an plus tôt, elle commence à NXT. Elle arrive après au mois d'avril, juste derrière le WrestleMania à Raw. Elle est absente un mois et demi, je crois, entre le moment où elle gagne la Battle Royale d'Evolution et donc son match à WrestlePalooza. Et voilà, championne des championnes, championne d'Euro, et pas une fête majeure pour l'instant, je sais pas. Il lui donne vraiment tout sur un plateau. J'espère que on va commencer à avoir quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus costaud à lui proposer, parce que pour l'instant, la FUD essentielle chez les filles est plutôt du côté des Kabuki Warriors, de Rhea et de Yo, plutôt que du côté de Stéphanie. Ouais, je pense elle tombe au bon moment. Alors moi, je la trouve très bien, très talentueuse. Je pense qu'elle a un bon potentiel hein, quand on voit les images. On nous a beaucoup rabâché avant l'Australie et pendant ce show des images de Rhea Ripley dont tu viens de parler. Et c'est vrai que la transformation de Rhea Ripley en 3-4 ans qu'on l'a vu à la WWE dans son style, dans son personnage, dans son caractère, c'était incroyable. Donc je me dis que Stéphanie Vaquer qui arrive déjà avec un personnage assez inhabituel, avec un certain charisme quand même, avec une certaine aura, elle peut vraiment avoir de très belles années devant elle. Je pense qu'effectivement elle arrive à une période un peu de creux. Naomi, bon ben voilà, pour un heureux événement, a dû laisser le catch entre parenthèses. Je pense que les grosses stars féminines de la WWE qu'on a connues, on voit bien elles sont occupées un petit peu ailleurs. Becky Lynch, bon bah elle est là, mais elle a une autre ceinture et puis elle est presque dans des rivalités plus masculines. Charlotte, Alexa Bliss, elles sont sur la scène tag team mais elles sont pas trop là. Rhea Ripley, comme tu l'as dit, enfin voilà, tout ce petit monde finalement est un peu éloigné des ceintures. Il n'y a pas encore toute la nouvelle génération qui est assez talentueuse à NXT qui va monter dans les prochaines années aussi. Donc, effectivement, ça a été fulgurant, mais des fois, j'ai presque envie de dire, bah, si c'est pas elle, qui d'autre finalement, et est-ce que les autres seraient plus méritantes? Non, je trouve Alors, que c'est une. Ouais, vas-y. non, non, fini, j'allais te couper, vas-y. Non, non, mais je disais, oui, je trouve que c'est une belle place et que c'est ça qui est bien aussi dans le catch, c'est de temps en temps avoir des histoires un peu hors du commun à raconter, comme quand on disait au début la LA Knight qui était la Rising Star le plus rapide, ou Austin Theory, voilà, au début. Après, ça veut pas dire qu'ils feront carrière longtemps. Asuka qui avait sa streak pendant un moment, voilà, elle aura cette histoire de dire, bah, en un an, elle a gagné NXT, les 2 titres à NXT, le main roster, etc. Mais de toute façon, je pense que voilà, c'est aussi lié à, comme on vient de le dire, à l'assez faible importance qu'on donne à ce titre de Crown Jewel Champion. Elle n'a pas encore gagné un Rumble non plus ou un Money in the Bank, mais ça va l'aider, je pense, et elle est méritante. C'est vrai que je m'interroge plus. Ben, effectivement, Tiffany, elle nous a fait beaucoup plaisir. C'était la petite pépite de l'année dernière, la petite nouvelle star de l'année dernière, en gagnant le Money in the Bank, en faisant un cash-in. Et depuis, ils n'ont pas grand-chose à lui donner non plus. Donc moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir 2 jeunes femmes ce soir qui ont vraiment eu envie de donner tout ce qu'elles pouvaient donner en un laps de temps court pour montrer justement qu'elles étaient là et dans l'espoir qu'on leur donne les prochains mois un peu de grain à moudre et un peu quelque chose sous la dent. Donc moi je l'ai trouvé rapide, mais je dirais pas forcément c'était trop court, c'était court, mais bon, on en a parlé Vince dans le pré-show. Le système de match de cartes à 5 matchs, ça faisait des matchs souvent tous à peu près de la même longueur. Mais là, on a eu un petit match speed. Et je sais pas, j'ai trouvé que après l'opener, ça nous a gardé. Des fois, après l'opener, c'est un peu difficile de garder le rythme. Le deuxième match, j'ai trouvé que ça nous a bien gardé réveillés, quand même. Ouais, alors après, les deux sont méritantes, c'est pas ce que je veux dire. Sur, quand tu nommes un pay-per-view Crown Jewel et que tu mets donc t'as les champions de chez champions, chez les filles et pareil chez les hommes, tu dois faire un match assez important pour les femmes aussi.
Et je trouve que c'est vraiment le match qui a le plus pâti de la durée des autres. Voilà, et je suis persuadé que elles ont beaucoup de potentiel. Alors Tiffy est coincée avec Naya, et avec Jet Cargill depuis maintenant de nombreux mois, c'est vrai. Et après, alors peut-être effectivement que la conjoncture fait que Stéphanie Vaquer, on lui a pas donné d'adversaire parce que c'était peut-être pas forcément elle et c'était peut-être plutôt Naomi ou voilà, il y aurait peut-être une vraie rivalité entre les deux. Mais voilà, je trouve qu'on lui a donné tout trop vite sans qu'elle ait prouvé dans le main roadster. Ça veut pas dire qu'elle est pas que je ne l'aime pas. Ça veut pas dire que je ne pense pas qu'elle ait la carrure pour le faire. Je trouve que le chemin qu'il a amené au titre, euh, voilà, par la force des choses peut-être, n'a pas été très sinueux, très compliqué. Et ça m'embête un peu que ce soit elle. Toi, j'aurais préféré que ce soit Tiffany parce que elle est invaincue depuis le début du mois de janvier. Elle a défendu son titre à WrestleMania, à d'autres pay-per-view. Voilà, c'est juste de ce point de vue-là que je dis ça. Oui, oui, effectivement, bah, de toute façon, l'affiche était un peu étonnante, et puis on a dit que ce retour de la Crown Jewel Championship qu'on avait complètement tous oublié, je pense, il y a encore un mois, nous a fait avoir des affiches qu'on n'avait pas spécialement prévues. Je pense honnêtement que la WWE pour les filles, pour les mecs, on peut en discuter, mais pour les filles, ils ont pas du tout réfléchi, ils sont pas chiés avec ça, quoi. Autant quand WrestleMania arrive et que t'as ton gagnant du Royal Rumble, tout est scénarisé, on choisit le heel, on choisit le face, on choisit l'affrontement. Autant là, je suis pas sûr qu'il se soit dit quelques mois à l'avance, ah, on va faire que ça soit Tiffany, on va faire que ça soit Stéphanie, parce que comme ça on aura une belle affiche. Je pense qu'ils ont pris les deux championnes du moment, ils ont dit bon bah elles vont faire un one shot et puis ça sera pas si mal et puis voilà quoi. C'est possible. Donc nous avons une première Crown Jewel Champion ce soir. On aura le match masculin évidemment un petit peu plus tard. Est-ce que ça vous dit les amis qu'on enchaîne directement avec le petit bonbon, le petit trésor de cette soirée, le match dont on va se souvenir peut-être pendant des années, le match en tout cas qui aurait presque pu faire revenir Giscal dans le podcast. Est-ce que vous êtes prêts, Letty? Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Vince, toujours prêt? Avec plaisir, ça a été vraiment, comme tu le dis, son nom, le bonbon. Le bonbon, c'était donc le match entre John Cena et AJ Styles, les deux anciens rivaux qui se retrouvaient. Une feud quasiment inexistante, on en a parlé à la preview. Voilà l'affiche qui fait plaisir, mais une ambiance de folie pour démarrer. Un John Cena acclamé par la foule qui n'attendait que lui visiblement. Tous ces t-shirts jaunes, c'était magnifique pour l'occasion. John Cena qui, en arrivant sur le ring, est annoncé désormais, comme chaque fois, avec tout son packaging, là voilà, le Never Seen, Champion, etc., Greatest of All Time. Mais John Cena, il est venu avec un petit bout de papier et il demande à notre annonceuse, Alicia Taylor, de faire l'annonce aussi de AJ Styles et il a préparé un petit bout de papier. AJ Styles qui était tout surpris et tout content. Alors, je ne sais pas si c'était une vraie surprise ou une surprise scénarisée, mais donc il a été présenté comme le roi de la Total Non-Stop Action. Donc on a parlé de la TNA, le légendaire héros du Bullet Club, le face qui run the place, ça c'est son surnom plutôt à la WWE, AJ Styles. Donc ça commençait avec énormément de marques de respect. Et ensuite les deux hommes ont déroulé pendant 27 minutes 12 un match qui leur ressemblait énormément. J'ai trouvé qu'il ressemblait énormément à leur talent et au fait qu'ils ont pu avoir, tout en étant aussi un magnifique hommage au catch de ces dernières années. Puisque souvenez-vous, John Cena, on l'avait vu sortir un Style Clash à Paris. On s'était dit waouh, il fait des prises comme ça pour rendre hommage à ses copains qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il pourra pas affronter. Bon, ben le fait est qu'il a affronté J Styles. Mais ce soir, ils nous ont sorti des hommages à peu près tous les grands catcheurs et toutes les grandes feuds de John Cena ces dernières années. Et oui, on a vu John Cena passer une accolade en hommage à Rousseff. On l'a vu passer une Sister Abigail. Et là, il y a vraiment eu un frisson dans le stade puisque spontanément, tout le monde s'est mis à faire tourner les Fireflies. Voilà, Bray Wyatt de là-haut peut-être a été ému. On a même eu droit à un RKO. Et puis on a eu une demande de la foule de 619. John Cena a essayé, mais celui-ci, il n'a pas été réalisé. AJ Styles a contré d'une close line.
Bref, on a eu plein de choses, on a eu des attitude adjustments, on a eu de la part de AJ Styles, c'est tous ces finishers qu'il peut faire, hein, Styles Clash, coup de genou, calf crusher, les prises de soumission se sont enchaînées aussi, phénoménal forearm, etc. Et au final, celui qui a réussi quand même à s'imposer dans ce match qui semblait prêt à basculer d'un côté ou de l'autre en succession de finishers, eh bien, John Cena a pris sur ses épaules AJ Styles. On s'attendait à un attitude adjustment, et non, John Cena a placé un tombstone pile driver devant une foule interloquée, choquée, abasourdie, et il a enchaîné ça sur un attitude adjustment. John Cena a battu AJ Styles, mais personne n'est ressorti perdant de ce match, je pense qu'on peut dire ça. Les deux hommes se sont serrés la main en repartant, et la foule avait bien rentabilisé ses places, je pense. Vince, toi qui es un fan de catch de longue date, tu le mets comment ce match-là? Qu'est-ce qui t'a provoqué comme émotion? Euh, Alors j'ai été super emballé par ce match-là. C'est ce qu'on s'était dit. On était un petit peu chafouin parce qu'il n'y avait pas eu d'histoire, mais en même temps, vu ce qu'il y avait déjà eu entre eux, les enjeux qu'il y avait pu y avoir sur les différents matchs, ce qu'ils savent faire tout simplement dans un ring, on n'était pas trop inquiets, on savait qu'on allait voir un bon match. Et effectivement, ça fait depuis Clash in Paris que Cena fait des hommages. Alors, il n'a pas eu le temps à WrestlePalooza, mais avant le match de WrestlePalooza, il en a fait un avec Sami Zayn pour l'US Open Challenge, où il avait sorti un GTS et où il avait déjà sorti un Spear. Donc déjà, il continuait à rendre hommage à ceux avec qui il a lutté. Ce match-là, j'ai même dû le regarder une seconde fois parce que j'étais tellement focalisé sur Cena que effectivement le pile driver, la collade, le Walls of Jericho aussi qui est passé, le la prise du mise, le Skull Crush finally qui est passé aussi. Donc j'étais là, punaise, c'est incroyable. Mais en même temps, j'ai dû re-regarder ce match-là parce que Styles a fait exactement la même chose. Alors c'est peut-être passé un petit peu plus inaperçu, mais quand tu re-regardes le match, tu vois, et je l'avais même pris sur mes notes et tout ça, tu as la prise de Christopher Daniels, qui est un euh, pas un des maîtres, mais un des gars qui avait pris sous son aile à la TNA aussi beaucoup de gars, dont AJ Styles, avec l'Angel Wings. Tu revois effectivement, il fait, puisqu'il l'a eu aussi comme adversaire à la TNA Sting, il fait le Scorpion Death Drop. Il fait aussi la finition parce qu'il y a eu une feud mémorable contre Samoa Joe. Il fait son coquille à cloche. Et ce match est rempli de refs. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le catch. Là, les mecs, ils avaient carte blanche. Ils nous ont donné un match 5 étoiles. Alors c'est bien parce que c'est sur la fin de parcours de Cena. Parce que je trouve que... Alors, le début de parcours est très bien fait parce que ça nous a donné autre chose que d'avoir juste une tournée d'adieu avec des matchs que Cena aurait pu faire et qui auraient été bien, mais où il n'y aurait eu pas de véritable enjeu, où il n'y aurait pas eu véritable histoire. Tout, voilà, jusqu'à SummerSlam. Allez, j'inclurais même un peu le Clash in Paris parce qu'ils avaient réussi à nous faire une petite FUD. On avait quelque chose où Cena avait des histoires, avait un rôle, heel, puis il redevient face. J'ai la ceinture, je la défends, je la perds, je montre aux petits jeunes qui je suis. Voilà. Et puis, là, tu vois, je trouve que ça, c'est très bien ce qu'ils font sur la fin. Il nous donne ce qu'il a envie de donner. Le sourire qu'il a quand il fait le Sister Abigail et qu'il voit que ça prend dans la salle un truc, une proportion énorme, hein, avec les téléphones, etc. Donc vraiment magnifique. Et tu peux même pas le classer parmi les matchs qu'on a vus ce soir-là, hein, pendant le PLE. Il est hors catégorie. C'est un match où tu prends juste du kiff en le regardant. T'as pas besoin d'histoire. Tu prends presque du popcorn, t'attends, tu regardes et t'es enchanté. Ouais, c'est vraiment un match très très particulier qui est difficilement réplicable et hors contexte, et tant mieux. T'as raison, il y a eu tellement d'hommages et de clins d'œil, on oublie d'en citer. En parlant, je me rappelle qu'il y a eu aussi le Walls de Chris Jericho et plein d'autres choses. Letty, est-ce que tu vois des moves hommages que j'aurais oubliés? Qu'est-ce que t'en as pensé de toi, de ce déroulé de partitions hommage à nos catcheurs préférés? Il y a eu un choc slam même, je crois aussi à un moment donné. Ouais. Il me semble. Oui, oui, oui. Énorme, énorme match. Voilà, il y avait, enfin, tout était là.
l'émotion au début, l'émotion au milieu, l'émotion à la fin. Voilà, je trouve même pas les mots tellement c'était. Tu dis que ça a duré 27 minutes. J'ai l'impression enfin, j'ai pas vu le temps passer en fait. Comme toi, Vince, je l'ai revu une deuxième fois ce match-là avec mon frère, qui est un fan inconditionnel de Cena, qui était un peu dans le même état que moi pendant tout le match. C'était voilà quelque chose qui arrive en fin de carrière. Je pense que le fait d'avoir annoncé aussi dès le départ qu'on rentrait dans les 5 dernières apparitions de John Cena, ça rajoute en plus un petit quelque chose. Les hommages, le respect aussi qu'il y avait entre les deux hommes, et puis enfin on avait vraiment l'impression qu'ils étaient heureux d'être là ensemble pour ce dernier match entre eux deux. Faut pas oublier aussi que Styles a annoncé il y a pas si longtemps que ça que 2026 serait sa dernière année, donc je pense que ça a aussi une saveur particulière pour lui, au-delà du fait que ce soit la fin de carrière de Cena. Je pense que pour lui aussi, il commence à se dire qu'il commence à se faire son dernier match, son peut-être dernier match en Australie. Je pense que l'émotion et comment dire, l'impact que ça a que ça a eu sur les deux, ça a donné quelque chose de vraiment vraiment exceptionnel, je trouve, avec surtout cette salle qui était effectivement jaune de partout, avec les t-shirts de Cena. Donc voilà, gros match. Comme l'a dit notre ami Yamcha sur le Discord, puisqu'on a suivi tout ça en direct avec lui, voilà, c'est pour ça qu'on aime le catch, et c'est voilà des moments et des matchs qui vont rester dans les souvenirs pendant, je pense, très très longtemps. Ouais, c'est vraiment pour moi ce type de match qui arrive très très rarement parce qu'effectivement, c'est voilà, il reste 3-4 matchs à John Cena, pas plus. Un adversaire avec lequel il n'y a pas d'enjeu de haine ou quoi que ce soit. Donc ils se sont régalés, ils nous ont régalés. Et voilà, c'est vraiment ce parfum d'avoir vu quelque chose qu'on verra pas tous les 4 matins. Ça arrive de temps en temps. Alors j'ai pas d'exemple en tête là qui me viennent, mais voilà, des catcheurs parfois qui font des matchs très clin d'œil ou hommage à leur carrière ou autre. Ça a pu être fait par des Shawn Michaels ou de Seth Rollins même comme ça, ou de Kevin Owens qui fait des fois des prises qu'il a vues un peu partout dans sa carrière, des Kevin Owens et Sami Zayn. Et là, ouais, c'était vraiment, il y a rien qui pouvait gâcher notre plaisir, j'ai trouvé. La foule était réactive à fond parce que voilà, il fallait aussi réagir hein, sur ces petits clins d'œil. Si on avait été dans un public un peu plus novice ou un peu plus inhabitué aux prises des catcheurs, bon ben on n'aurait peut-être pas eu autant de réactions sur le Walls de Jericho ou on n'aurait peut-être pas eu ce chant 619 comme ça sorti de nulle part. C'était vraiment drôle. Tout le monde faisait partie du jeu. C'est ça qui était bien. Le public était dedans, les catcheurs étaient au top. Et et puis bah mine de rien, alors on a promis Peuple de Catch-up sur le Discord qu'en fin d'année on ferait une émission spéciale John Cena quand même sur cette dernière année de John Cena. Il y a beaucoup à dire, il y a eu du bon et du moins bon, mais bon quand même bon, avec la parenthèse Brock Lesnar qui est un petit peu spéciale, je dirais que là on avait eu à Paris quand même le show Logan Paul qui avait été excellent, à SummerSlam avec Cody Rhodes il nous avait sorti aussi un grand match. On a un John Cena qui se fout pas de notre gueule quoi, et sur sa dernière année il va réussir visiblement cet exploit peut-être de vraiment pas faire le match de trop ni l'année de trop et de nous finir sur une succession de matchs 4 ou 5 étoiles. Et ça, mine de rien, on gardera ça pour l'heure du bilan, mais c'est beau quoi. C'est vraiment un choix de carrière fort et une chance pour lui de pouvoir faire ça et de pas finir comme trop de catcheurs qui tirent un petit peu trop la corde et qui finissent par plus trop donner envie de voir. On pense justement à notre ami Chris Jericho gentiment, qui est peut-être pas au top à la AEW sur sa fin de carrière. Mais très très gros match et puis maintenant je pense qu'on a très très hâte de voir ce que John Cena va nous proposer pour ses derniers affrontements. Et je suis d'accord avec toi aussi, Letty, AJ Styles ayant annoncé qu'il finissait bientôt, je me demande à quel point ils sont pas capables aussi de nous prévoir des feuds et des derniers matchs prestigieux. Et AJ Styles, ces dernières années, bon, ça fait quand même 2, 3, 4 ans qu'il est plus trop dans les top catcheurs et dans les main events et dans les matchs pour les titres mondiaux. Tout ça, c'était la période plutôt 2018, 2019, etc.
Ça serait bien de le revoir plus en haut de l'affiche et de le revoir faire une succession de beaux matchs. Il y a moyen qu'il nous régale lui aussi, ouais. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, Raph. Ouais. J'espère qu'ils réussiront à lui faire la même sortie que Mm. ce qu'on avait avec Sina. Ça serait bien, ouais. Ça Ouais. serait bien. On enchaîne. On enchaîne. Allez. Allez, difficile de passer après un match comme ça, mais on a enchaîné quand même sur un tag team match féminin. Alors peut-être que là, la carte avait été faite en espérant que notre ami Rhea Ripley, la locale de l'étape, allait continuer de garder le public en forme après ce John Cena et AJ Styles historique. Bon, Rhea Ripley, elle était avec Io Sky et donc elle affrontait les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane. Moi, j'ai été un petit peu triste pour elle sur son entrée, Rhea Ripley. Je m'attendais vraiment à ce que la foule scande sa chanson. Et alors, c'est marrant parce que elle chantait, mais elle était un peu toute seule. C'était un peu dur pour elle, mais enfin, bon, ils lui ont quand même réservé un accueil plutôt sympa. Donc, Io Sky et Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Bah, évidemment, ça donne un match qui part un petit peu dans tous les sens, hein, avec une Asuka qui est très très dominante, mais une Kairi Sane qui vient, enfin voilà, qui fait pas semblant de catcher, hein. On se demandait si elle avait vraiment joué le jeu d'affronter Io Sky. Non, non, ça, il y a eu le combat qu'il fallait. Et puis bah toute une succession de tentatives de droite et de gauche. Un match qui a duré 19 minutes 57, donc il était long quand même, hein, il était pas mal long, et qui a débouché bah, sur la victoire, là aussi de la régionale de l'étape. On est à un bon ratio là pour les Australiens. Rhea Ripley et Io Sky qui l'emportent contre les Kabuki Warriors. Avec on finit sur le Riptide, hein, c'est ça, sur Kairi Sane. Je ne me trompe pas? Non. Comment qu'on finit déjà? Ben non, non, C'est pas non, ça? Non. c'est comment ça s'appelle? Un Riptide, je crois. Ouais, c'est Oui, ça, c'est ça, c'est Riptide, hein. un Riptide sur Kairi, et après il y a le Moonsault. Ah oui, voilà, c'est ça, il y a le Moonsault qui finit, ouais. Mm. Exact, voilà, c'est ça. J'avais un doute sur cette fin, sur cet enchaînement final. Et ben Letty, à nouveau la parole aux femmes. Bon, pour passer juste derrière le match de John Cena, c'était peut-être un peu dur, mais est-ce qu'elles ont tenu la dragée haute, ces quatre demoiselles? Ah bah, c'est sûr qu'il y avait le gros moment un petit peu où l'ambiance est retombée, mais elles ont quand même réussi à réveiller la foule. Réa aussi, bah, comme toi, je m'attendais à ce à ce que la salle explose. Bon, elle a eu un accueil qui était très 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 chaleureux quand même, mais effectivement, elle avait l'air un petit peu toute seule à chanter son theme song. Mais bon, ça a quand même bien réveillé la foule, mieux que ce qu'aurait pu faire, je pense, le match entre Stéphanie et Tiffany s'ils avaient inversé l'ordre de passage. Après le match, je l'ai trouvé un petit peu long. C'était pas inintéressant, mais j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en, en longueur. Il y a une histoire qui est à écrire entre les quatre, ça y a pas de souci. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit rebondissement, que Kairi peut-être se rebelle un petit peu contre Asuka, puisque moi elle se fait quand même un petit peu maltraiter là depuis bah, quelques semaines maintenant. Bon, ça s'est fait quand même relativement fair play des deux côtés. Bon, avec toujours des petites triches des heels, mais ça c'est normal. Voilà, disons que le match était bien, je... mais pas aussi intense que ce que j'avais imaginé. Mais c'était quand même voilà quelque chose d'assez intéressant et je pense que c'est pas fini entre les quatre et que ça va forcément donner autre chose dans les prochains temps. Ouais, c'est pas ce soir en tout cas que c'est parti dans tous les sens et en grosse trahison et bagarre générale comme on aurait Mm. peut-être pu le penser. Vince, qu'est-ce que tu en as ressenti de ce match-là? Mais moi j'ai un peu le sentiment inverse de Letty. Je trouve que le début de match, elles se sont mises, Yu et Asuka, ça y allait quoi, hein. Elles étaient vraiment en train de se mettre des châtaignes, euh, vraiment, elles se retenaient pas quoi. Moi je trouvais que c'était plutôt pas mal là-dessus parce que j'avais un peu un a priori sur le fait qu'effectivement, bah, Real les domine toutes physiquement. Qu'est-ce que ça allait donner entre elles, nos japonaises? Mais bah écoute, non, non, super bien. Après, on a eu un match plutôt classique.
Voilà, les heals qui dominent, qui font tout ce qu'il faut pour pas que y ait le tag, etc. On a quand même quelques belles prises, notamment un springboard moonsault à l'extérieur du ring de Dio. On a eu un insane elbow, on a eu un premier moonsault Dio qui n'a fait que deux. On a un springboard top rope dropkick aussi qui était pas trop mal. Et puis on finit sur un combo des deux. Victoire des Faces logique. Voilà, je suis comme vous attristé un peu pour Réa parce que quand la voix arriver, j'étais là, punaise, ils vont faire du bruit, ils vont gueuler un petit peu comme nous on fait sur les entrées. Bah non, ça fait un petit peu flop. C'est remonté quand elle est arrivée dans le ring, mais toute son entrée a été très convenue, pas d'emballement particulier. Alors après, compliqué de sortir derrière, malgré toute la réa qu'elle est de sortir derrière John et AJ qui nous avait fait un match incroyable. Voilà, effectivement, ça va continuer sans nul doute. Mais moi, il m'a satisfait ce petit match. Voilà, il avait, je trouve, de la vigueur, et encore une fois, moi, je trouvais que le début de match, waouh, qu'est-ce qu'elles se sont mis. Hein. Ouais, je suis plutôt de ton avis. Enfin, je partage votre opinion à tous les deux. On aurait pu scénaristiquement s'attendre à des choses beaucoup plus euh, avancives, je dirais, dans le scénario, de la trahison, de la surprise, un truc post-match. Au final, c'est resté un petit peu match de weekly quand même, mais dans la dynamique du show, après un opener un petit peu bourrin quand même, un match assez speed ensuite, et puis bon bah le John Cena Styles qui a pris beaucoup de place, ça se regardait bien, et voilà, c'était pas trop prise de tête, même si bon le catch est rarement prise de tête, mais c'était pas trop compliqué à lire, et c'était plutôt bon, j'ai trouvé. On a quand même quatre très bonnes catcheuses sur le ring là, avec effectivement plein de différences de gabarit entre l'immense Rhea, la toute petite Kairi Sane, et puis Asuka et Io. C'était moi, ça m'a rempli mes attentes. En tout cas, j'espérais pas spécialement quelque chose de plus impressionnant ou de plus clouant dans le match. Peut-être peut-être une prochaine fois, ça va continuer effectivement les interactions entre les quatre femmes, mais ça m'a plu. J'en suis satisfait moi aussi, ouais. C'était le dernier match avant le main event. Est-ce que vous êtes prêts pour le main event, les amis? Et bien, Pour c'est chaud. parti. Chaud, toujours chaud, toujours chaud. Le main event, le cinquième match du soir, et ben c'est donc pour le titre Crown Jewel masculin ce coup-ci. Le champion indisputé de la WWE, Cody Rhodes, affronte le champion heavyweight, le champion poids lourd, Seth Rollins. Alors attention, parce qu'il y a eu un segment très important en milieu de show. Très important. On a vu dans les coulisses Paul Heyman avec Bronson Reed et Braun Breaker, pour féliciter Bronson Reed quand même, qui venait de battre Roman Reigns. Et Paul Heyman a dit, attention les gars, même s'il nous supplie, personne va aider Seth Rollins ce soir, parce qu'il doit gagner par lui-même. Et là on s'est dit, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire quelque chose, il va se passer des choses. Seth Rollins contre Cody Rhodes, donc on en est à 3-0. Cody Rhodes, c'est vraiment la bête noire de Seth Rollins ces dernières années. Et Rollins a mis tellement d'enjeux, il s'est mis en jeu tout seul dans ce match-là, en nous disant que c'était celui qui allait donner les directions pour les prochaines années, qu'il avait absolument, absolument besoin de gagner. Voilà, il s'est mis beaucoup, beaucoup de pression, donc il fallait pas qu'il se trompe. Seth Rollins et Cody Rhodes, un match de 29 minutes 43, donc de loin, le plus long match de la soirée. Un match où les deux catcheurs se sont vraiment rendus coup pour coup, quitte à très très souvent se relever de prises d'habitude mortelles, que ce soit des curb stomp, des crossroads, des pédigrés qui sont placés par les uns et par les autres, etc. Il y a eu beaucoup beaucoup aussi de tentatives risquées sur les cordes. J'ai trouvé, ils m'ont fait peur à plusieurs reprises là, à vouloir tenter des crossroads depuis la troisième corde ou je sais même plus trop ce qu'ils ont tenté, mais enfin ils ont tenté pas mal de choses sur les cordes. C'était assez équilibré comme prestation. C'était vraiment difficile de savoir qui allait s'en sortir. Mais Seth Rollins, à un moment de domination, il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Il est allé chercher un objet au bord du ring. C'était un petit peu difficile de comprendre ce qu'il allait chercher parce que c'était pas un très gros objet. Il est allé chercher une montre. Et il est allé chercher la montre que Cody Rhodes lui avait offert après WrestleMania 40.
donc un symbole d'amitié entre les deux hommes. Il est allé la chercher pour taper Cody Rhodes, mais dans un premier temps, il n'a pas osé. Dans un premier temps, il l'a reposé sur le bord du ring avant de partir au combat. Mal lui en a pris, puisqu'il il s'est fait surprendre. Il a failli perdre là-dessus, mais finalement, quelques minutes plus tard, il décide de craquer. Il prend la montre, l'arbitre ne le voit pas, et il donne un coup de poing avec la montre à Cody Rhodes, et c'est ce qui lui permet de gagner le match, de placer un dernier curb stomp, je pense. Là aussi, j'ai un trou. Oui, on finit comme ça. Un dernier curb Deux stomp. Kurt Stomp. Deux curb stomp d'affilée, ouais. Et de remporter ce match. Donc Seth Rollins a réussi son pari. Il a battu sa bête noire. Il lui met un petit 1-3. Il rattrape un peu le score. Et puis surtout, il ne s'est fait aider par personne. Pas de Paul Heyman, pas de Bronson Reed, pas de Braun Breaker pour venir faire un coup tordu. Personne ne l'a aidé. Il a utilisé son cerveau. Ouais, c'est lui le nouveau The Game maintenant. Il a utilisé vraiment son esprit. Et il a battu un Cody Rhodes qui a donné tout ce qu'il pouvait, façon Cody, sans tricher, loyal, solide. Mais ce soir, c'est Seth Rollins qui sort vainqueur. Un Seth Rollins, je finis là-dessus, qui avait, j'ai trouvé une magnifique tenue zébrée, avec un petit clin d'œil fait pour énerver Cody Rhodes, des petites taches, des petits ronds jaunes sur son pantalon. Un clin d'œil à Dusty Rhodes. Et d'ailleurs, pendant le match, il a volé les prises de Dusty Rhodes à un moment donné. Là, il s'est amusé à faire les coups de poing de Dusty Rhodes. Donc Seth Rollins qui a vraiment tout tenté quand même pour se mettre dans la tête de son adversaire. Et ben c'est pari réussi. Là pour le coup on l'avait pronostiqué, Vince, on se disait que ça paraissait impossible d'avoir une autre issue, ça aurait été vraiment très très lourd comme défaite pour Seth Rollins. Par contre pour Cody Rhodes, voilà, qu'est-ce que ça donne tout ça, et je trouvais qu'il passe un peu pour un couillon là, pas trop s'en sortir. Bon, il sort d'une grosse série, il a battu John Cena à SummerSlam, il a battu Drew McIntyre à WrestlePalooza, il est quand même au top, mais là ce soir il ne réussit pas la possibilité qu'il avait de devenir double champion Crown Jewel, puisque c'était lui le tenant du titre. Pareil, post-match, un petit accolade de Triple H, petite interview, et puis voilà, on finit là-dessus. Vince, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'est l'issue que tu espérais? Est-ce que tu trouves qu'ils ont réussi? On avait beaucoup d'attentes, on avait dit tous les deux dans le pré-show sur ce match-là qu'il pouvait vraiment être très très bon. Est-ce que celle-là a été très très bon? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Surtout que, comme tu l'as dit juste avant, on a Paul Heyman qui dit on ne vient pas l'aider. Et là, j'ai eu un petit moment de doute, je dois l'admettre, en me disant mince, Bronson Reed a gagné, ils vont pas l'aider. Donc, je voyais pas par quel moyen il pouvait s'en sortir, si ce n'est une intervention, mais de qui? Et puis non, en fait, il n'y a pas eu d'intervention. Il est allé chercher sa montre, il y a eu un petit ref bump, mais pas trop méchant, pour qu'ils puissent l'utiliser. Voilà. Après, ils ont quand même fait des moves assez importants, nos deux cocos. T'as quand même le crossroad, comme tu lui dis, le crossroad avalanche. Le finish, c'est un Kurt Stomp, un Kurt Stomp depuis la seconde corde. Donc, il lui a mis la dose, comme on dit, pour l'emporter. Donc, écoute, c'était plutôt pas mal. Je trouve que c'était très très bien construit. Pareil, je te rejoins. On a eu quand même des tentes de Rollins sur Cody Rhodes avec effectivement la tenue de son père sous son legging ou sous son bat de catcheur. Voilà. Je pense que ça fait que commencer, sachant qu'il s'est passé comme quelque chose d'énorme cet après-midi en fin d'Euro, au main event, mais je ne dirai rien pour tous ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent le voir, qui est dans la continuité donc de cette fin de match. Pour Cody, concrètement, tu l'as à moitié dit, il s'en fout, il perd pas trop de crédibilité parce que concrètement, si Rollins gagne, c'est quand même aussi parce qu'il a bien triché, il a pas gagné seul. Donc bon, écoute, il n'y a pas non plus mort d'homme de perdre parce que tu as pris un coup de poing et que le gars était avec une montre dans la main. Voilà. En revanche, du coup, je ne sais pas du tout parce qu'on prévoyait peut-être une intervention de notre ami Lesnar qui vienne aider. Le clan de Rollins qui viennent aider puisqu'a priori il y a un nouveau rapprochement avec Eman, vu cette victoire,
Et ces victoires de The Vision, qui voyait revenir Lesnar pour les Wargames, là j'en vois pas l'utilité. Le groupe est tellement fort, il ressort tellement fort de ce show que pas forcément besoin, quoi. Ah oui, là c'est carton plein, hein. Carton plein pour les Australiens et carton plein pour The Vision. Et puis un Seth Rollins, voilà, qui réussit tout seul comme un grand, donc encore plus méritant. Letty, est-ce que tu es satisfaite de ce main event et qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, je suis assez d'accord avec Vince. J'avais aussi de grosses attentes sur ce match et ils ont plus que réussi, je trouve. Je trouve que Seth Rollins a vraiment réussi à donner envie de suivre ce match qui, au départ, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit un peu comme pour les filles, oui, bon, voilà, 2 champions, l'un contre l'autre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. J'étais pas hyper hypée. Et le fait qu'il en fasse quelque chose vraiment de personnel comme ça, le côté je dois gagner, j'ai pas le choix, il faut absolument que je ressorte vainqueur. D'autant plus que voilà, il était quand même à 3-0, donc il y avait un peu, je pense, son ego et puis son ego aussi de chef de clan qui avait besoin de s'affirmer. La petite séquence avec Heyman et les Bron Bron, j'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé, puisqu'effectivement, je pense qu'on en était tous là, on s'attendait tous au traditionnel entre guillemets rave bump, les interventions et la victoire. Là, ça a rajouté encore des nouvelles attentes, des nouveaux questionnements, des nouveaux twists en fait sur le match. Il s'en est très bien sorti avec son plan B, voilà, son petit coup à la Logan Paul avec la montre en guise de point américain. J'ai trouvé que c'était assez bien trouvé. Il s'en est sorti tout seul, pas complètement clean, mais c'est normal. Toutes les petites, comment dire, ce dont vous avez parlé, le côté psychologique, euh, pour rentrer dans la tête de Cody Rhodes, comme Seth Rollins sait très très bien le faire avec tous ses adversaires. J'ai trouvé que c'était voilà un bon main event, un match pareil où j'ai pas vu le temps passer malgré qu'il ait été quand même, je crois que c'était le plus long match de la soirée, donc bravo à eux deux et voilà, à voir effectivement ce qui se passe à Raw. Ça nous emmène encore, je pense, voilà, sur quelques semaines ou mois assez intéressants du côté du show rouge. Alors moi j'ai une opinion, enfin j'ai eu un ressenti un petit peu différent de vous, parce que j'étais un petit peu déçu quand même. J'attendais tellement que ça parte dans tous les sens, peut-être trop, ça paraissait peut-être trop évident qu'il allait y avoir des interventions, des rêves bums comme tu dis Letty, que je me suis dit bon finalement c'est resté très sage. C'est un parti pris, c'est un choix fort de la WWE, qui est un choix que je salue parce que s'il y avait eu tout un tas d'interventions, bah, ça aurait renforcé un Seth Rollins, on va dire beaucoup plus faible que Cody Rhodes, qui a vraiment besoin d'être aidé pour y arriver. Après, notre ami Giscal, s'il était là, nous dirait que le heel c'est fait pour être faible et pour ne gagner que sur triche et le gentil pour être fort. Mais disons que j'étais un petit peu... ouais, tu t'as trouvé ça sympa, l'histoire de la montre. Moi, comment dire, il n'y a pas eu... si cette montre, elle avait été souvent mise en avant ces derniers mois et beaucoup plus évoquée, je me serais peut-être dit, oh là là, il utilise la montre, genre ouais, le symbole sacré qui est expulsé, comme quand par exemple autour de Roman Reigns, on utilise le collier, le hula fala, parce que ça fait 5 ans qu'on le voit et c'est très symbolique. Mais j'ai trouvé que la montre, bon, c'était un peu, bon, ok, ils ont pensé à ça et c'était un peu facile, enfin c'était pas très ça créait pas une dramaturgie, je trouve, de le voir sortir sa montre où tu te fais dire oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'était un petit peu moins spectaculaire. Euh, Dans le match, il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu de mal aussi, moi, où j'ai eu, je sais pas comment l'expliquer, mais un peu trop un sentiment de chorégraphie, comme on peut avoir des fois dans le catch, où on sentait que bon, allez, là, on tente le spot, le crossroad des cordes, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Ah oui, le spot, machin. J'ai trouvé que c'était un peu un il y avait un côté un peu récital à un moment, je sais pas trop comment dire, mais j'ai l'impression que voilà, on montrait ce qu'on savait faire, sans avoir l'alchimie qu'il y avait eu par exemple entre John Cena et AJ Styles.
Moi, en vrai, le match m'a un petit peu déçu. Surtout parce que j'attendais beaucoup et qu'au final, de tous les matchs de la carte, ben, c'est le seul qui me laisse avec ce petit sentiment. Maintenant, au niveau de ce que ça va impliquer pour la suite et de ce que ça raconte en termes d'écriture, je trouve ça très bien. On a un Seth Rollins qui montre qu'il a de la ressource, qu'il peut aller chercher dans ses propres intelligences. On a un Cody, bon, qui était un peu plus passif, effectivement, peut-être, mais qui a joué la partition, bon, bah, qui est désormais la sienne, hein, qui rappelle celle des grandes heures de John Cena. Voilà, c'est le babyface, super fort, mais bon, qui fait tout pour gagner clean. Voilà, je pouvais espérer euh, un match où on se dirait waouh, celui-là il est dans les matchs de l'année quoi. Au final, il est pas dans les matchs les plus extraordinaires que qu'on ait pu espérer. Ça commence à dater la série des 3-0 enfin entre les deux hommes, mais j'avais souvenir je sais pas, le Hell in a Cell m'avait laissé un souvenir fort. Le match à WrestleMania m'avait laissé aussi un très bon souvenir. Je me souviens plus trop du match entre les deux. Et j'ai pas retrouvé, peut-être parce que j'en attendais trop, ce niveau d'excellence que j'espérais. Ça m'a un peu presque comme le match de WrestlePalooza. Alors c'était pas aussi mauvais que le match de Drew McIntyre, mais je sais pas. Il y avait un côté un peu trop lisse encore, je trouve, peut-être à cause de Cody Rhodes. Seth Rollins effectivement tente des choses, des petits taunts, des petits clins d'œil, des petits foutages de gueule, mais voilà, il y a peut-être un côté trop machinal maintenant dans Cody Rhodes. Je sais pas si c'est lui qui est fautif, mais c'était un peu en deçà, moi, de ce que j'espérais. Et je pense aussi surtout que le fait d'avoir eu Heyman qui dit qu'il n'y ait pas d'intervention, ça a créé à la fois une attente chez nous, de se dire mais comment il va s'en sortir. Alors effectivement, la montre, c'est que depuis le début de leur rivalité, mais tu pouvais pas trop la sortir avant vu qu'ils étaient plus sur le même show. Donc c'était compliqué, mais depuis qu'ils l'ont montré dès la première semaine, Rollins est constamment avec, il est constamment en train de jouer, constamment en train de se poser des questions, même quand il arrive sur le ring. Et on a peut-être aussi trop attendu qu'il y ait une intervention, quelqu'un qui arrive, peut-être, comme je te disais, on avait parlé de Lesnar ou quelqu'un d'autre auquel on ne pensait pas forcément. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est resté sur notre faim et que c'est un match en fait très propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fioritures, hormis ce coup de montre. Bah, Rollins a certes provoqué Rhodes, mais il n'a pas fait de coups de gros méchants, quoi. Il n'y a pas eu de coups par derrière, il n'y a pas eu de low blow, de choses comme ça. On est vraiment resté sur du propre, mais c'est peut-être aussi parce que bah, ce qu'a sorti Eman nous a teasé quelque chose, et puis finalement, non, rien. Mais Rollins s'en ressort super grand de ce match-là, et la vision aussi, donc c'était peut-être aussi le but de ce match. Ouais, peut-être, tout à fait, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à, je sais pas, je m'attendais plus à un mind game de grand méchant de la part de Seth Rollins. Mm. Un truc où t'aurais vraiment dit, ah ouais, il était vraiment prêt à tout, et il a été prêt à tout, et il a tout fait. Et au final, il a réussi, mais sans qu'on ait eu l'impression qu'il ait été poussé dans le vice le plus profond de lui-même et la noirceur de son âme pour remporter ce match, quoi. Je sais pas si Ouais. Letty, si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, c'est un parti pris de la WWE. Effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes sur ce match. C'est ce qui fait aussi souvent que malgré de bons matchs, on peut, comme tu l'es là, être un petit peu déçu parce qu'on a eu tellement voilà, on avait tellement d'attentes, on s'était fait nos scénarios un petit peu dans notre tête que forcément, quand c'est pas ce qui se passe, on est un petit peu déçu. Mais voilà, après c'est un parti pris. À voir, voilà, si c'était un one shot, effectivement, ils sont dans deux shows différents. Est-ce que voilà, ça préfigure comme Rollins va se comporter dans les prochains temps ou pas? À voir. Est-ce qu'il prévoit peut-être une nouvelle rivalité? Mais ça me paraît compliqué entre les deux dans la mesure où ils sont chacun champions d'un show différent. Mais voilà, je pense que Rollins est loin d'avoir montré encore tout son potentiel de heel. Oui, ça y est, sûrement de belles choses qui se préparent. C'est ainsi donc que c'est fini ce show australien. Moi, dans les petites remarques aussi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé qu'ils ces ceintures toutes dorées et cette bague, ils ont mis des sous pour les faire, j'ai trouvé. Mais l'exécution, là, avec juste Triple H,
Je trouve qu'ils savent pas faire la WWE malgré tout le pognon qu'ils ont et tout le talent qu'ils ont, de créer un peu de d'emphase et de solennité dans ces moments. Il y aurait pu avoir 5 ou 6 personnes quoi qui venaient remettre le trophée Mm. là avec les mecs de la sécurité. Là, ça fait vraiment, on dirait que c'est le papa du club sportif du coin quoi, Triple H qui vient. C'est c'est pas ouf non? Comment c'est fait, Ouais, Letty? ouais. Bah, je te rejoins un petit peu. C'est vrai que la cloche sonne, ils sont contents. Triple H, il débarque comme ça, sans musique, sans rien. Enfin, il arrive comme ça sur le ring. Bon, voilà, il donne la ceinture, il donne la bague. Bon, une petite accolade et puis il s'en va. Enfin, c'est pas exceptionnel. Et puis je trouve que même l'image finale du show, où on est quand même, voilà, on voit nos deux champions Crown Jewel ensemble sur le ring. Enfin, Stéphanie, elle débarque comme ça, elle, ça fait un peu, bah, tiens, il y a un ring qui est par là, je vais montrer ma ceinture, mais effectivement, il y avait rien d'exceptionnel. Ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Vince, l'ambiance, le packaging autour de tout ça à améliorer pour l'an prochain? Forcément amélioré. Après, est-ce utile d'en refaire un l'année prochaine? C'est plutôt ça ma question. Non, mais je veux dire, encore une fois, et on en a discuté quand on a fait la preview. Si vous voulez faire des matchs de champion contre champion, il faut construire quelque chose dessus, il faut amener quelque chose. Là, heureusement, Rollins, grâce à lui, on a eu vraiment quelque chose sur ce match-là, une histoire. Et sinon, honnêtement, on suit encore un show sans saveur, hormis peut-être le match de Cena qui était un bonbon spécial et un peu d'enjeu dans le match de Reigns, et encore que. Mais sinon, on avait encore un show où il y avait rien, il y avait zéro. Euh, voilà, ils font plaisir avec de beaux matchs, de jolies cartes, mais on n'a pas de vrais feuds, de vrais enjeux, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est utile d'en refaire un de ce format-là? T'as 5 matchs, je pense que t'as 2 ceintures euh, masculine et féminine. T'as des ceintures tag team. Mais voilà, hein, il est là ton pay-per-view. Ouais, toi tu verrais un Crown Jewel qui soit une sorte de Night of Champions presque, comme c'était à une époque, quoi, les champions contre les champions. Et, Ouais. ouais. Night Edge of Champions, c'était pas que les champions, c'était que des matchs de championnat, c'était pas champion contre champion. Champion contre champion, c'est ce que tu disais, c'est bragging rights, c'est Survivor Series, ou voilà. Donc là, tu pouvais célébrer à la fois un show, t'as les mecs, t'es la meilleure tag team de l'année sur la WWE, ben, très bien. T'es la meilleure championne intercontinentale, génial. Championne US, c'est très bien. Bon, je suis trompé sur les comptes, hein, c'est plutôt 4 ceintures que 2 chacun. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est il y avait autre chose à faire. Vraiment autre chose à faire. Et quitte à voulez faire pourquoi pas faire champion contre champion et avoir le meilleur champion intercontinental, le meilleur champion US. Voilà, pourquoi pas. Mais essayer de creuser, essayer de faire de l'histoire, essayer d'amener quelque chose. Alors peut-être que ça coûte beaucoup de sous, pardon, en ceinture, parce que ça ferait beaucoup de grosses ceintures du coup. Mais je sais pas, moi je reste déçu de, si tu veux, de l'intitulé du pay-per-view. La foule aussi, je trouve que ça a été assez inégal. Il y a des moments où ils étaient en feu, et puis il y a des moments où bof bof. On était mort de rire avec Letty sur le début du show, où ils ont été très très malins, les Américains, ils balancent l'hymne américain en premier. La bronca, un truc de dingue. Et après l'hymne australien où il a été repris, chanté, machin. Et donc c'était assez particulier comme show. Et pour moi, voilà, je sais pas, ça s'appelle Crown Jewel et j'ai pas eu l'impression d'avoir des joyaux de la couronne en termes de match, de prestige. Euh, voilà, je reste un peu sur ma faim au global. Heureusement, il y a eu ce match au milieu, quelques petits éclats par-ci par-là. Mais on reste sur du lisse, voilà, du très lisse pour moi. Ouais, et ça c'est un problème qui, je trouve, a toujours existé à la WWE. C'est pas nouveau de l'ère Triple H. C'est qu'ils
ils adorent nous mettre des super clips, des feux d'artifice, des machins, les génériques de début pour nous dire à quel point c'est historique, légendaire, le catch, c'est plus grand, bigger than life. Et des fois, alors qu'ils écrivent eux-mêmes des histoires comme cette histoire de, voilà, de ceinture gigantesque, ils le font sans feignasse, ouais. On avait dit ça dans le pré-show, qu'ils avaient l'air un peu feignasses. Ouais, il y aurait pu y avoir un podium, je sais pas quoi, un truc hyper, euh, même, même les King of the Ring maintenant, il y a plus il y a plus la couronne, il y a plus le trône et tout ça. Et là, le Crown Jewel, je trouve qu'ils auraient pu, tant qu'à faire, voilà, nous jouer vraiment la carte du truc doré, golden, tapis rouge. Ils nous font pas assez rêver sur ça, je trouve. Ils vont pas assez, ils ont pas beaucoup de budget dans l'événementiel là, tu vois. Petite déco là et Bah, ils l'ont passé dans les ceintures après, c'est pour ça. ouais, et ça c'est sûr. Voilà, bon, ce show, en tout cas en Australie, nous aura quand même permis de passer une soirée assez marquante avec des grosses performances et quelques résultats sympas. Bon, même si j'aurais recité notre ami Giscal, décidément, ça reste un de mes modèles, qui trouvait sur le Discord, hein, n'hésitez pas à venir sur le Discord, qui trouvait sur le Discord que ça avait un petit côté house show de gala quand même, où effectivement, bah, comme on l'a dit, hein, il n'y a pas vraiment de match en jeu, il n'y a pas de ceinture à défendre. On a eu une succession de matchs sympas. Bon, il y a la vision qui est en train de développer son importance, mais au final, bon, on n'a pas fondamentalement révolutionné la WWE en un soir. Hein. C'est fini les grandes époques des shows où parfois on avait deux, trois ceintures qui changeaient, des trahisons, des heel turns en plein PLE. Qu'est-ce que vous en avez pensé en termes de mots de la fin? Donc, on va laisser Letty commencer. C'est quoi ton top, ton flop, ta note et donc bah, ton dernier mot sur ce Crown Jewel 2025 en Australie? Eh ben, écoute, mon top, je vais le mettre au match entre Cena et Styles. Je peux difficilement faire autrement. Comme on l'a dit, c'était un match que j'ai trouvé exceptionnel. C'est quand même assez rare, même si je suis quelqu'un d'émotif, c'est quand même assez rare de réussir à me faire pleurer avec du catch. Ils ont réussi. Donc voilà, mission accomplie de leur côté. Euh, Le fl non, j'ai pas vraiment de flop au niveau, catch, mis à part ce qu'on disait, sur le manque d'intérêt, enfin le manque d'enjeu en fait, de certaines choses. Je vais mettre mon flop au manque un petit peu de décorum un peu particulier, notamment pour le premier match. Voilà, j'ai trouvé ça, dommage que, à part quelques battes de cricket, voilà, c'était, quand même assez classique. Et ma note, alors j'avais pris mes notes à chaud, puisque c'était en plus assez intéressant pour une fois d'avoir un show à une heure un petit peu, une heure décente où on pouvait regarder en direct et justement en discuter en live sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Peuple de Catch-up, on est toujours là pour discuter. Euh, donc, à chaud, j'avais mis un 4. Avec le recul, une fois qu'on a laissé retomber un petit peu, je vais baisser un petit peu à 3,5. Mais voilà, ça reste un show pas exceptionnel, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, donc je trouve que ça mérite quand même le 3,5. 3,5 pour Letty, qui est sévère peut-être. Vince, est-ce que tu es sévère aussi ou est-ce que tu as passé une bonne soirée qui mérite une meilleure note? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, c'est l'inverse de Letty. Franchement, hormis le match de John Cena qui m'a vraiment fait passer voilà, un très très grand moment, je dis bien très grand moment, pas un bon moment, mais un très grand moment. Je suis resté un petit peu sur ma faim et puis en re-regardant voilà, les 2 ou 3 matchs, en re-réfléchissant un peu, moi je monterais jusqu'à 3,5 simplement en note. Donc comme Letty, j'étais plutôt sur un 3,25 au départ. Parce que j'ai toujours cette sensation où tu as vraiment ce truc. On peut faire mieux, mais on veut pas. Ou on tease quelque chose de gros qui va pour le show, ça se passe pas, mais on te tease aussi un truc pour le prochain show. Et je trouve que ça manque vraiment à l'instant T qui est un truc marquant. Mais on a eu ce bonbon qui fait que ça relève beaucoup beaucoup de choses.
là-dessus. Après, en termes de catch, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse sur les matchs qu'on a vus? Tous les matchs sont bons, ils se ressemblent pas. Ça, c'était plutôt agréable d'avoir des matchs intenses, des matchs un peu plus bourrins, des matchs un peu plus psychologiques. Le petit bonbon également, un petit tag match qui était aussi plutôt pas mal. Donc au niveau du catch, c'est difficile de relever quelque chose. Donc pour moi, mon flop, c'est les ceintures que tu vas avoir et qui vont ressortir le soir de Crown Jewel. Elles vont peut-être les avoir, allez, peut-être euh, Rollins et Vaquer sur Raw, donc je ne dis rien s'ils les ont eu, moi je le sais. Euh, mais sinon, elles vont servir à rien. Tout le reste de l'année seront de côté. Peut-être une ou deux fois des petites remarques sur les bagues. Voilà, pour moi, c'est ça le gros flop. Les ceintures servent à rien. Et du coup, si elles servent à rien, mais ça veut dire que l'intitulé du show sert pas à grand chose. Voilà. D'où mon 3,5. Mon top, on va pas être révolutionné. C'est forcément le match de Cena avec Styles. Les deux ont livré, voilà, ils nous ont livré un match qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et on voit que quand on laisse les artistes, les catcheurs faire ce qu'ils ont envie, qu'ils n'ont pas la pression, et qu'ils sont juste là pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir, et ben ça donne des matchs vraiment intenses, incroyables au niveau émotionnel, et puis incroyables au niveau des prouesses qu'ils ont pu faire également dans le ring. Et ben de mon côté, je vais être plus positif que vous. J'ai vraiment eu un ressenti d'avoir vu un des meilleurs shows de l'année, c'est peut-être fort. Faudrait que je me repose pour me remémorer tous les shows. Mais bon ben, par rapport à WrestlePalooza, c'est quand même le jour et la nuit. Euh, Paris, on y était bien sûr, mais j'ai trouvé que la qualité des matchs n'était pas aussi intense. J'ai passé une très bonne soirée. Alors peut-être qu'effectivement c'est le fait de regarder ça en tranquillou en fin d'après-midi, fin de soirée, qu'on est un peu plus réveillé ou autre. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de fausses notes dans ce show. Bon, moi mon top évidemment comme tout le monde c'est John Cena et Jay Styles. Hein. Celui-là on va s'en souvenir pendant un bon moment. Le flop, bah ouais, je vais te voler un peu ton flop, Vince, mais c'est effectivement ouais, passer à côté de l'occasion d'en faire des caisses. Ils aiment faire des caisses à l'oral, le catch, dans les post-shows, dans les pré-shows, dans les Triple H, là. Et sur le moment, ben, ils délivrent pas la marchandise. J'aurais bien aimé que ça pète, que ça claque, que ça soit diamant, joyau, doré. Et, et que vraiment on se dise, ok, le champion, il a son gros truc. Bon, ça a pas beaucoup de valeur sportive, mais au moins ça tape. Alors que là, voilà, c'était un peu pourri. L'interview, effectivement, en plein ring, j'ai jamais trouvé ça une très bonne idée. C'était assez moyen et comme toi, je suis pas certain d'avoir très envie de retaper la même stipulation l'an prochain. On risque d'y avoir droit, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Mais moi, je vais donner un 4. Je vais donner 4 sur 5 quand même, parce que j'ai trouvé que voilà, on a passé une belle soirée avec évidemment une autre relevée par le match, le petit bonbon comme on dit, mais avec quand même plein de bonnes petites choses de part et d'autre. Moi j'ai vraiment bien aimé le match un peu speed de Stéphanie et Tiffy. J'aime beaucoup Bronson Reed et Bron Breakker et j'ai trouvé qu'ils ont été assez impactants. Et toujours ce sentiment de se dire, putain, en plus, voilà quoi, ils gardent la moitié de leur roster, enfin plus que la moitié de leur roster, mais quasiment de la moitié de leurs grandes superstars du moment. Voilà, Drew, CM Punk, Sami Zayn, ils sont pas là. Et on arrive à faire un show plus que correct. Bon, c'est aussi un choix dont on pourrait discuter, mais qui est fort. Hein, c'est-à-dire que Triple H, au PLE, il met pas ses 10 superstars les plus en vogue du moment. Il en laisse se reposer. Voilà, il laisse CM Punk, LA Knight ou Sami Zayn au repos. Et à la place, ben, on tente de construire des gens qui sont un peu plus bas sur la carte. On met les Kabuki Warriors, on met un Rusev de temps en temps, on met un Sheamus, on met de ci, de là, pour avoir une carte plus équilibrée. Ça se comprend aussi. Mais bon, il y a toujours ce questionnement, effectivement, sur ces shows à 5 matchs. Il manquerait peut-être un match ou deux pour... peut-être pas deux, mais au moins un match de plus qui mettrait le feu. C'est vrai on aurait bien vu le match de Aleister Black et de Damian Priest ce soir-là. On aurait bien vu un petit Open Challenge de Sami Zayn qui aurait pu être sympa aussi.
Voilà, c'est toujours un petit regret ça, les soirs à 5 matchs. Je suis vraiment pas convaincu par la formule, mais pour moi, c'était quand même un des PLE les plus agréables à suivre de ces derniers temps. Bon, on va pas malheureusement se lancer sur des spoilers ou pronostics pour la suite, puisque bah voilà, notre ami Vince, comme tu nous dis depuis tout à l'heure, tu as déjà vu le Monday Night Raw, donc je préfère pas t'interroger parce que tu es capable de te trahir. Mais Oui, on sait désormais qu'on roule vers un objectif là qui est défini, qui est les Survivor Series et les Wargames. Même si, détrompez-moi, il y a quand même un petit Saturday Night Main Event avant, non? oui, Ouais. exactement. Bon, on verra ce qu'ils vont nous donner, mais il y a une première petite étape. Et effectivement, il y a des wargames à remplir. Est-ce que ça va arriver avec la Vision? Est-ce que ça va arriver, on en a parlé au SmackDown, avec cette nouvelle faction des MFT repackagés qui ont l'air d'avoir bien les crocs aussi face à la Wyatt Family? Est-ce qu'il va y avoir des filles? Bon, sûrement, il va y avoir un wargames féminin. Je pense que la WWE n'ose plus maintenant faire un Wargames ou un Rumble ou un Money in the Bank sans avoir la version féminine. C'est une bonne chose d'une certaine façon, mais scénaristiquement parlant, on la voit pas venir celle-ci encore. Ouais. Donc voilà. Bon, pour le coup, on a du temps, hein, puisque Survivor Series c'est le 23 novembre, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc là, Exactement. on a 5 grosses semaines, quoi. C'est pas trop proche. Donc la WWE va pouvoir nous construire ce show et en espérant qu'ils nous le construisent bien. Et évidemment, en attendant, on va être très attentif aussi à l'avenir de John Cena, qui va se jouer sous nos yeux là dans les semaines à venir. Letty, un dernier petit mot. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse. Ça fait toujours plaisir de t'entendre. Eh ben, merci à toi pour cette présentation et c'est toujours aussi agréable de débriefer les PLE avec vous. Vince, merci aussi à toi d'avoir vérifié. Donc du coup, on n'est pas trop mal en promo, sauf l'opener, quoi. Alors, si on fait nos deux pronos réunis, on avait tout bon. C'est-à-dire que ben, on avait à peu près les mêmes résultats sur comment il s'appelle, Cena, Rollins et Rhea. Ouais, Toi, tu avais dit Stéphanie pour ouais, le Crown Jewel féminin et moi Bronson Reed pour le match donc Roman Reigns. Donc voilà. logiquement, s'ils prennent un petit peu de nous deux, s'ils ont pris un petit peu de nous deux sur les pronos, il pouvait y avoir un peu des perfects. Et ben voilà. Et ben n'hésitez pas de catch up à venir sur le Discord pour voir votre résultat sur les pronos. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Le Discord, bien sûr, venez le faire vivre. Venez donner des commentaires aussi sur YouTube, partagez, likez. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes de vidéos. Notre ami Vince est très motivé pour faire plein de super émissions d'ici la fin de l'année. Le John Cena analyse, on va vraiment essayer de tirer Giscal par la peau du costume pour que il revienne prendre un petit peu de pige à catch-up. Et puis bah voilà, on sera bien sûr là pour le Wargames et pour tous les shows qui nous attendent d'ici la fin d'année. Letty, Vince, merci à vous, peuple de catch-up. Ciao à tous et à très bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Salut à tous! On n'a pas de nouvelles d'Artrouve qui devait être en Autriche, je pense. Effectivement, il est reparti en Autriche au lieu de l'Australie. Et oui, c'est Airtruth.